s'attendait à une étape incroyable entre Sorgues et Malaucène et l'ascension inédite du Mont Ventoux, la double ascension inédite du Mont Ventoux par la phase de saut et de Bédouin, la classique. Finalement, pas trop de bataille entre favoris, mais un vainqueur de prestige, Wout van Aert, le nouveau grimpeur et surtout cyclo-crossman. Et je suis sûr que ça va faire plaisir à Anthony Nicolas qui est notre invité aujourd'hui. Salut Johan, bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, oui, bien plaisir de voir Wout van Aert s'imposer aujourd'hui sur une étape qui sera mythique avec le double Ventoux. Ouais, d'ailleurs, tu es venu juste pour ça, pour débriefer, sinon après tu me snobs. Mais là, juste, tu as vu Van Aert passer la ligne, tu t'es dit, je peux pas manquer ça. Et puis avec nous aussi, Rémi Dos Santos est présent pour débriefer cette étape. Bonjour Johan, bonjour à tous. Et donc Jérémy Sakian aussi qui est là parce que il faut bien un penchant à Anthony pour arrêter dans ses blagues et ses frasques de cyclocross. Jérémy, ça va ? Ouais, salut Johan, salut à tous. Pour vous dire, j'ai pas tout vu de cette étape, j'étais trop occupé à répondre à tous les messages d'Anthony qui étaient comme j'avais. Donc vous me racontez. T'inquiète, le podcast est là pour ça, pour ce débrief de la 11e étape entre Sorgues et Malaucène et la double ascension du Mont Ventoux avec des surprises, avec la victoire de Wout van Aert devant deux Trek Segafredo, Elisonde et Mollema. Mais surtout, on a perdu David Gaudu dans la Pampa et on va parler aussi du général dans la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette étape. C'est parti pour le départ. Et c'est parti. Wout van Aert, c'était attendu, Anthony Nicolas, on est d'accord ? Non, pas vraiment. Pour être honnête, non. Personnellement, je l'attendais plus hier. Aujourd'hui, je l'ai vu insister vraiment pour prendre l'échappée. Quand je l'ai vu insister comme ça, je me suis dit, il a une idée derrière la tête. Et il avait une échappée quand même où il y avait des grimpeurs quand même assez corrects. Et puis, cette première montée du Ventoux, on l'a vu bien lisser sa première montée, bien prendre des repères. Et comme il l'a dit tout à l'heure dans les interviews, il connaissait très très bien la montée. Et je me suis dit, dans la deuxième montée, il va tenter quelque chose. Et connaissant ses talents de descendeur, ensuite, je me suis dit, effectivement, s'il tente dans la deuxième montée quelque chose, ça peut bien se terminer pour lui. Et voilà, ça fait mouche. Quand on voit la composition de l'échappée à la base, il y avait Julien Alaphilippe, Kenny Elisonde, Julien Bernard et Bauke Mollema de la Trek. Mais il y avait aussi d'autres grimpeurs assez intéressants. Dan Martin était présent, Pierre Roland aussi, pourquoi pas les Français, ainsi qu'Anthony Pérez. Je ne sais pas pour toi, Jérémy, mais est-ce que tu mettais une pièce sur Wout van Aert quand tu voyais tout ce beau monde dans ce groupe d'échappés ? Ouais, une pièce sur Van Aert et une pièce sur Alaphilippe. Après, c'est vrai qu'Alaphilippe a fait beaucoup d'efforts en début d'étape, notamment pour essayer d'aller chercher des points pour le classement de la montagne. C'était peut-être une erreur, parce qu'il suffisait de passer au sommet du Ventoux pour la deuxième ascension pour prendre 40 points, donc le double de ce que Julien a pris. Mais oui, Van Aert avait un coup à jouer, bien entendu. On parle de deux phénomènes mondiaux, Alaphilippe, Van Aert, on les appelait les trois fantastiques avec Van Der Poel, c'est pas pour rien. Donc évidemment que c'était mes deux favoris. Après Mollema, c'est toujours un peu irrégulier. Pierre Roland aussi. Donc non, Van Aert gagne non pas sans surprise, mais de manière somme toute assez logique. Pourtant, il avait dit lorsqu'il avait la possibilité de prendre le maillot jaune avec ses quelques minutes d'avance suite à une échappée avec Mathieu Van Der Poel, on le rappelle, il avait dit qu'il avait encore un petit peu trop de kilos en trop pour jouer la montagne et finalement, ça l'a pas si handicapé que ça. Quand il est parti, Rémi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu pensais qu'il aurait pu se faire rattraper ensuite par, je sais pas, Kenny Elisonde qui était pas loin derrière, en tout cas, qu'il a rattrapé ensuite à semer, ou alors un Bauke Mollema qui est un peu plus grimpeur. Alors, quand il revient sur Elisonde, on voit que le Français s'accroche. Alors, on aurait pu se dire qu'il il gérait son effort et malheureusement, quand Van Aert a vraiment accéléré, il n'a pas pu le suivre. Après, quand l'écart est passé à 50 secondes, on a bien vite compris qu'il ne serait pas revu. Même quand Elisonde et Mollema ont roulé ensemble, c'était pas possible de revenir parce qu'on avait affaire à un trop gros Van Aert, en fait, tout simplement. Et il voulait cette victoire. Van Der Poel a gagné, Alaphilippe a gagné. En plus, les deux ont porté le maillot jaune. Pogacar a gagné. En fait, tous les mutants avaient déjà gagné. Il manquait plus que lui. En plus, hier, il était frustré de sa deuxième place. Donc, il fallait qu'il la gagne. Et gagner l'étape du Ventoux, c'est quand même pas mal. Mais ça veut dire quoi pour la Jumbo, Anthony ? Est-ce que ça veut dire que
tout le monde peut aller dans les coups, parce qu'on parlera du général un petit peu après, mais Vingegaard a fait une belle étape et était dans le coup pour un podium au général. Mais quand on voit tous ces jumbo cuss où Van Aert a attaqué, ça veut dire qu'on n'a aucune confiance en Vingegaard, ou c'est parce qu'on cherche maintenant des victoires d'étape quand il n'y a plus Roglic? Non, je pense que clairement, de toute façon, Van Aert, il était venu sur ce tour pour une chose, c'était prendre le maillot au début de tour. Il s'est loupé sur ce chrono qu'il avait tant préparé. Et puis ensuite, il devait faire l'équipier, le lieutenant, pour Roglic. Là, clairement, il a plus rien il s'est loupé sur le maillot, sur le chrono. Il s'est loupé sur le maillot. Roglic n'est plus là. Clairement, la seule chose qu'il avait à faire pour, entre guillemets, sauver son tour, c'était de gagner une étape et de gagner une belle étape, quoi. Une grosse étape. Hier, il se loupe au sprint contre un Cavendish très costaud. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il avait de toute façon, il a re-signé à la Jumbo en début de saison avec quand même la possibilité d'avoir des cartes blanches sur certaines courses. Je pense que ce matin, dans le bus, quand il a dit je vise l'étape, on lui a laissé carte blanche. Et d'ailleurs, quand on voit Vingegaard se relever à la fin, de toute façon, Van Aert avait déjà basculé dans la descente, mais à aucun moment on aurait pu se dire il va attendre Vingegaard pour essayer de faire quelque chose. Bon, il était un peu loin, une victoire de prestige pour Wout van Aert avec cette étape inédite, la double ascension du Mont Ventoux. Rémi, t'as plu cette étape parce que finalement on en attendait beaucoup, surtout quand on le répète depuis des jours et des jours que ça va être terrible. Avec la chaleur en plus, c'est vrai qu'il fait chaud ici. Voilà, est-ce que toi, elle t'a plu quand même cette étape? On est quand même sur une étape, sur une première ascension qui a été escamotée et à raison par les coureurs. Même s'il y a eu des écarts au classement, c'était quand même pas une étape folle. On n'a pas vraiment vu d'attaque à part celle de Vingegaard. Donc, on s'est quand même ennuyé un bon bout de temps aujourd'hui. En tout cas, à mon sens. Jérémy, toi, avec ton physique de grimpeur, est-ce que tu peux être dithyrambique sur Kenny Elissonde qui a fait vraiment une incroyable étape? Je pense qu'il a loupé un petit peu le coche parce qu'il a travaillé un petit peu trop pour Bauke Mollema et finalement, c'était peut-être lui le plus fort de l'échappée, ou pas loin en tout cas. Ouais, non, pour moi, le plus fort a gagné aujourd'hui. Hein. C'est pas parce qu'il y a Anthony qui est là et pour lui faire plaisir, hein, mais non. Elissonde a fait une belle étape, mais bon, il arrive à plus d'une minute 20, une minute 30. Est-ce qu'il aurait pu en garder un petit peu plus sous la pédale? Est-ce qu'on s'est trompé de leader chez Trek? Honnêtement, je sais pas. Juste pour finir, les gars, je voudrais une petite note moyenne sur l'étape du jour parce que voilà, on attendait beaucoup. Personnellement, je mets un 5 sur 10. Vous mettez combien chacun à votre tour? Anthony, tu peux commencer. Bah, ça peut fausser parce que je vais mettre. Allez, je vais rester quand même global. Je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas mal, Jérémy. 5. 5 aussi, merci beaucoup, Jérémy. Ouais, 5 aussi. Bon, finalement, on a tous mis juste la moyenne pour cette étape parce que derrière, les favoris se sont pas vraiment attaqués. Heureusement, on a eu un Danois en forme et puis un Pogačar un peu moins bien. Ça nous a animé cette fin d'étape, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire, en tout cas pour le maillot jaune jusque-là. En attendant, c'est le sprint final. Oh, le coup de tête! Oh, le coup de tête de Marco! Oh, le deuxième coup de tête de Rencho! Oh, que ça, c'est pas bien! Alors, au général, Pogačar est toujours premier, mais il a un petit peu cédé de terrain à la fin du Mont Ventoux de la deuxième ascension sur Jonas Vingegaard, l'attaquant du jour. Il y a beaucoup de choses à dire. On va déjà commencer par la première chose qui s'est passée par rapport aux événements horaires. Tout simplement, c'est David Gaudu qu'on a perdu de la première ascension du Mont Ventoux. Ça, on s'y attendait pas, Anthony. Non, et on a cru au début qu'il était malade, parce que visiblement, Armirail est malade et ils feraient chambre ensemble. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal vu de choses passer en disant il est malade également. Ensuite, il y a eu des infos de la direction de la FDJ, de la Groupama, qui a dit que non, il avait pris un coup de chaud. Bon, je sais pas trop quoi penser. On l'a quand même vu bien dérangé sur le vélo. Effectivement, il a perdu du temps. Alors, est-ce que c'est un coup de chaud ou est-ce qu'il y a un petit virus qui traîne et affaire à suivre. On va dire que les prochaines 48 heures, enfin déjà dès demain, on verra s'il va mieux ou pas. Mais effectivement, c'est un petit peu décevant. Maintenant, s'il est malade, malheureusement rien lui reprocher.
C'est quel niveau de malédiction pour la Groupama FDJ qui chaque année a un problème avec son leader Thibaut Pinot 2 ans de suite, puis maintenant David Gaudu, Jérémy. Je pense que là on est vraiment au fond du fond hein. Chez la Groupama FDJ, on n'y arrivera pas. Ouais, c'est un tour, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un tour très compliqué, catastrophique. Comment sauver ce tour? Éventuellement avec le dernier chrono pour Stefan Kung. Mais à part ça, on voit mal d'où pourrait provenir l'éclaircie. Ils sont venus là pour jouer les étapes avec Desmar, pour jouer le général avec Gaudu. Et c'est vrai qu'en l'espace de 3 jours, tout s'est écroulé. Donc, tour à oublier pour l'instant. Ouais, David Gaudu, c'est compliqué. On le voyait notamment hocher de la tête et j'ai vu passer devant moi. Ça a toujours été compliqué dès le début. On n'a pas l'impression que voilà, ça allait s'améliorer. Rémi, toi, en voyant David Gaudu être un petit peu en difficulté, est-ce que tu t'es dit justement, ça y est, la Groupama FDJ va devoir faire autre chose? Ah bah carrément. En plus, il a vraiment lâché très vite, donc il n'y a même pas eu place au doute, même si on a pu croire à un moment qu'il allait rentrer sur la fin de la première ascension du Ventoux, je crois, où il est revenu avec l'aide d'Armirail à quelques encablures du peloton. Mais bon, bah oui, c'est ça. La FDJ, on a bien vite compris, la Groupama FDJ, on a vite compris qu'il fallait absolument changer l'objectif. Après, l'objectif de David Gaudu, c'était le général, certes, même si avec le parcours de base, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi proche à ce moment de la course. Donc, la victoire d'étape, de toute façon, elle était dans un coin de sa tête et dans un coin de la tête d'un Madouas ou autre. Il va falloir quand même trouver le chat noir, hein, chez Groupama FDJ, parce que ça commence à faire beaucoup là. Ouais, et il n'a pas pu revenir notamment parce qu'on avait une équipe Ineos qui a roulé tout au long de l'épreuve. Pourquoi? Pour pas grand-chose, parce que finalement, Richard Carapaz n'a fait aucune attaque. Hein. C'est Vingegaard qui a attaqué sur le haut du Mont Ventoux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ineos, quand tu dis Ineos, il faut que tu donnes le nom complet de l'équipe. C'est Ineos Movistar. Ah parce que Carapaz a changé de crèmerie, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. J'attendais juste qu'ils finissent pour dire c'était la Ineos ou la Movistar qui ont roulé aujourd'hui. Non, mais c'est incroyable quand même. Donc, elle roule toute la journée et finalement, au moment où Kwiatkowski, qui est le dernier, a lancé Carapaz, parce qu'on a déjà plus Thomas et Gennard qui Richie porte, donc j'ai pas trop compris l'ordre non plus. Bon, sans doute qu'il se sentait un peu mieux. Mais voilà, derrière, Richard Carapaz, il n'y a rien eu du tout. Donc, on se demande pourquoi il roulait. Anthony, tu te demandais toi aussi pourquoi il roulait, je suppose. Bah oui, bien évidemment. Après, comme je l'ai dit, il y a quelques podcasts de ça. Maintenant, on défend de plus en plus les access sites. Donc, on pouvait se dire bon bah ils défendent leur place d'honneur, quoi. Bien que devant tout le monde était très loin. Mais non, même pas. Enfin, ouais, pour moi, ils tentaient de jouer quelque chose. Mais clairement, Carapaz, quand Kwiatkowski s'écarte, Carapaz, il est incapable de se lever sur les pédales. Et même, on le voit après, hein, quand Vingegaard attaque, Pogačar répond, mais Carapaz reste sur place. Donc, un beau coup d'épée dans l'eau pour la Ineos aujourd'hui. La nouvelle Ineos Movistar. Une petite alliance entre les deux, surtout qu'en parlant de la Movistar, Enric Mas a lâché sur le haut. Il est désormais 8e à 7-11. Ben O'Connor aussi a lâché, donc Richard Carapaz a gagné une place. Il passe de 5e à 4e, donc voilà la petite opération du jour. Mais le grand gagnant, en tout cas celui qui a montré le plus de potentiel, en tout cas de capacité dans la montagne, notamment en Ventoux, c'est Vingegaard qui a mis en difficulté Pogačar, qui l'a même décroché. Wow, quand il y avait Roglic leader, on s'est dit franchement, je vois pas comment on pourrait faire mieux que Roglic, mais pour l'instant Vingegaard, c'est pas mal quand même, hein, comme suppléant, Jérémy. Oui, c'est plus que pas mal. Davantage que Vingegaard, parce que c'est vrai qu'il a fait une très belle fin d'étape et c'est regrettable pour lui que cette arrivée n'était pas au sommet, hein, et sinon il aurait pris une trentaine de secondes. Moi, c'est surtout le point faible montré par Pogačar, qui pour la première fois depuis le départ de ce tour, a été mis en difficulté. Alors, ce sera peut-être pas suffisant pour inverser la tendance dans les Pyrénées, mais c'est quand même un moment marquant de ce Tour de France. Vingegaard a été capable de le surpasser, de le lâcher l'espace d'1 ou 2 kilomètres, et ça doit donner confiance à tout le monde, même si je suis un peu de l'avis aussi d'Anthony sur la stratégie d'Ineos. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de se focaliser sur le podium. Que va-t-il se passer en 3e semaine? Est-ce que certains vont avoir des défaillances? Ça fait déjà plusieurs jours que je le dis dans les podcasts précédents. Attention, cette première semaine a peut-être
user les organismes. Certains ont parlé de défaillance, des commentateurs ont parlé de défaillance de Pogacar. Ça va les gars, il avait 30 secondes de retard du Ventoux alors qu'il avait plus de 5 minutes d'avance. Finalement, bon, il a craqué, mais il a le droit aussi de perdre quelques petites secondes sur les favoris, surtout après ce qu'il fait depuis le début de l'épreuve, Rémi. Ouais, puis clairement, Vingegaard l'a fait péter, entre guillemets. Mais Pogacar s'est aussi relevé parce qu'il savait qu'il pouvait le laisser partir. Voilà, il n'a pas pu le suivre, mais il s'est intelligemment dit je vais pas me mettre dans le rouge bêtement pour le suivre alors qu'il est à plus de 5 minutes. Donc voilà, c'est vraiment le premier signe de faiblesse du Slovène, mais il est à relativiser évidemment à la vue de l'avance qu'il a au général. Donc bravo Vingegaard. Et en même temps, bravo Pogacar qui a limité la casse au sommet du Ventoux et qui finalement est rentré dans la descente et n'a rien perdu. Donc en plus, c'est une très bonne journée pour lui, même s'il a été un peu bousculé, on va dire. Et puis, malgré tout ce que vous dites sur l'Ineos, si ça se trouve, leur objectif c'était de faire péter Ben O'Connor. Pour le coup, c'est réussi. Hein, donc, oui. Moi, je leur laisse le bénéfice du doute. Non, oui, ça doit être ça. Ça doit faire être péter ça. O'Connor. Soyons sérieux. Oh, Rémi. J'ai pas le droit d'essayer de chercher des pistes et des excuses. Oui, des mots drôles pour la fin. D'ailleurs, pour le mot de la fin de Pogacar, Anthony, toi, tu penses qu'il va avoir des problèmes sur la fin de ce tour quand tu l'as vu un peu décrocher ou tu n'as pas trop de soucis à te faire si tu es supporter slovène? Non, moi je pense qu'effectivement, il se fait décrocher par un Vingegaard qui d'ailleurs est un peu étonné de le décrocher. On le voit se retourner 2 fois. Il se dit je suis en train de le décrocher. Pogacar, il voit qu'il peut pas suivre, mais Pogacar, il sait qu'il est pas loin du sommet, qu'il est plutôt bon descendeur. Donc moi, je pense que aussi du coaching en lui disant, écoute, lisse l'effort jusqu'en haut, ne te fais pas non plus péter la caisse. Il reste encore 10 jours de course. On est à la moitié du tour. Voilà, t'as un bon matelas d'avance. Tu peux te permettre de perdre 20, 30, 40 secondes, et c'est ce qui s'est passé. Il a lissé son effort jusqu'en haut, il a basculé, il a fait une descente propre. Et finalement, il perd pas tant de temps que ça. Ouais, Vingegaard qui est maintenant 3e au général, celui qui a réussi à faire vaciller le leader, 5,32 de retard sur Tadej Pogacar, pas très loin, quelques secondes devant Rigoberto Urán, 2e, et Richard Carapaz à 1 seconde derrière Vingegaard. Le podium se jouera entre ces trois-là, 2 places pour 3, ou vous voyez encore quelqu'un pouvoir rentrer dans la danse dans les prochaines semaines, Rémi? Pour moi, il y a personne qui sera au niveau de ces hommes-là. On a vu O'Connor, il a montré ses faiblesses et en plus, en contre-la-montre, il est trop loin. Kelderman, Lutsenko, Mas sont à mon avis un cran en dessous aussi, évidemment. Ils l'ont montré encore aujourd'hui. Ils ont été lâchés, même si Lutsenko, Kelderman ont limité la casse. Et puis derrière, c'est déjà très loin avec Guillaume Martin. 9e, je parle même pas de ses capacités en chrono. Donc oui, on a les 3 coureurs qui vont se disputer le podium derrière Pogacar. Tiens, un dernier mot sur cette bataille entre favoris, en tout cas pour le top 10. Guillaume Martin, finalement, qui dit qu'il ne joue pas de général. On l'a vu s'accrocher dans ce Mont Ventoux et finalement, il est 9e au classement à 9,29 de Pogacar. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire le meilleur Tour de France de sa carrière, Guillaume Martin, là, Rémi Jérémy, pardon. Ouais, alors je vais te répondre très vite sur Guillaume Martin. Je pense que cette histoire de je ne joue pas le classement général, c'est du flan depuis le début. Sinon, il aurait pris 15 minutes ou 20 minutes sur une étape de c'est absolument pas ce qu'il a fait. Donc ça, c'est pour Martin. Je vais quand même répondre à la question d'avant par rapport à ce qu'a dit. Fais ce que tu veux, t'es chez toi. Voilà. Non, mais très rapidement, moi, je serais très surpris, vraiment très étonné qu'il n'y ait pas de grosses défaillances parmi les 5-6 premiers du tour d'ici l'arrivée. Je parle beaucoup de cette première semaine. J'ai l'impression qu'elle a laissé des traces pour tout le monde. Encore 6 ou 7 abandons aujourd'hui. On dit parfois la vérité du mercredi n'est pas celle du dimanche sur les classiques. C'est d'autant plus vrai sur le Tour de France entre 2 massifs. Donc moi, je m'attends pas forcément à voir les mêmes acteurs dans les Pyrénées. Donc délimiter la lutte pour le podium à seulement 3 coureurs, pour l'instant, ça me semble un peu prématuré. Voilà, ça c'est pour mon avis. Ouais, c'est dit, c'est bon, le message est passé. On va voir si tu as vu juste, en tout cas tu vois juste dans les prochaines semaines, et notamment dans les Pyrénées, parce qu'il y a de très belles étapes. Alors, en attendant, on va parier sur l'étape de demain entre Saint-Paul des Trois-Châteaux et Nîmes. Ah, c'est même pas vrai. Bon, comment tu paries, c'est vrai?
Une étape de transition, mais attention tout de même aux bordures pour les coureurs lors de cette 12e étape qui arrive à Nîmes, hein, cette très belle ville de Nîmes pour y être allé à plusieurs reprises sur le Tour de France. Cette étape de transition qui amène aux Pyrénées, qui est donc le favori, Mark Cavendish ou quelqu'un d'autre, Anthony? Alors, j'ai pas du tout regardé les cotes et j'ai pas spécialement regardé l'étape encore pour tout vous dire. Mais connaissant l'arrivée de Nîmes de mémoire, c'est une arrivée qui finira certainement au sprint demain. Et vu la forme de Mark Cavendish ces derniers jours, je l'ai vu passer tout à l'heure la ligne d'arrivée avec tous ses collègues bien entourés. Je pense que demain, Mark Cavendish pourrait s'imposer. Il veut absolument aller chercher le record de Eddy Merckx. Donc, je pense qu'il va s'imposer. Il y a quand même quelques petites difficultés dans cette étape, à voir si les baroudeurs ne pourront pas tirer leur épingle du jeu. J'entends c'est qui pense que ça va être une échappée demain? Non, j'approuvais simplement ce que tu disais parce que j'ai le profil sous les yeux, mais je pense pas spécialement que ce sera une échappée. Non. Ah, pas une échappée. Donc du coup, tu dis Mark Cavendish aussi parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas lui de toute façon. Non, je vais jouer Jasper Philipsen. Des petits conseils pour Anthony pour le prochain podcast. La prochaine fois, plutôt que d'aller sur l'Insta de Céline Alvarado, n'hésite pas à regarder le jour. Le mec taille et tout, quoi. Non, moi, je fais toujours des étapes au jour le jour. Je les prends le matin. Oui. Et je la vis en live. Bon, Rémi, est-ce que toi, tu as un peu travaillé le profil de l'étape? Est-ce que tu peux me dire qui est ton favori? Alors moi, mon favori, ce sera un échappé déjà qui gagnera. Pour moi, ça va aller au bout. Il y a trop de fatigue là. Je pense que le peloton va pas vouloir faire la chasse. Et je trouve que c'est un profil à Thomas de Rent. Donc en plus, on l'a pas beaucoup vu. Pas parce qu'il a pas les jambes, mais parce qu'il est tout simplement pas en dessous. Il est vraiment en dessous de tout le monde. Mais je pense qu'il s'est réservé aujourd'hui et qu'il va aller la claquer demain. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal Thomas Degenn, vraiment le profil qui peut faire de belles choses sur ce genre d'étape, à voir si Mark Cavendish et la Deceuninck Quick-Step décident pas encore de rouler à fond pour aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Ce serait la 4e pour le Britannique sur ce tour. Son record est à 6 sur une seule édition, il faudrait qu'il fasse carton plein, donc c'est maintenant ou jamais. Merci les gars d'avoir participé à ce podcast, on se retrouve très prochainement, plutôt dans les Pyrénées. Là on va tranquillement faire des podcasts de transition, hein, c'est-à-dire pas en faire, et puis on se revoit très bientôt. On écoute toujours sur l'Apple Podcast, évidemment, Deezer, Spotify, YouTube et tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci les gars, à bientôt.